Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par la Caisse d'épargne Île-de-France au sujet de la fraude. Alors vous le savez, les périodes de congés sont particulièrement propices aux fraudes et nous approchons de la période estivale. C'est pourquoi nous avons souhaité organiser cette table ronde pour vous rappeler quels sont les principaux types de fraudes auxquelles votre organisation peut être confrontée et surtout vous rappeler comment les identifier et les déjouer. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner sur cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants. Isabelle Lemins, donc tu es responsable des services clients aux entreprises et aux institutionnels. Tout à fait clair. Bonjour à tous. Christelle Flécosson, tu es directrice de la gestion des flux pour la Caisse d'épargne Île-de-France. Oui, absolument. Bonjour à tous. Florent Graille, tu es responsable de la lutte contre la fraude. Oui, bonjour à tous. Et Jean-Philippe Bonnet, tu es notre RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Tout à fait clair. Bonjour à tous. Alors, on va être une petite soixantaine, 70 personnes environ connectées aujourd'hui. Donc, pour le bon fonctionnement de ce webinaire, je vous demande de couper vos micros lorsque vous n'êtes pas en train de parler, de manière à ce qu'on évite les bruits de fond. Et puis, si jamais vous avez des problèmes de bande passante, n'hésitez pas à couper vos caméras. Ça vous permettra d'éviter d'avoir des problèmes de visionnage de notre table ronde. Ces petits éléments pratiques étant dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors Isabelle, ma première question est pour toi. Tu es souvent en première ligne auprès de nos clients pour avoir connaissance en fait, des fraudes auxquelles ils ont pu être confrontés. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux types de fraudes auxquels nos clients ont affaire ? Alors, en fait, il y a 3 types de fraudes que nous rencontrons fréquemment dans le monde bancaire et qui ne vont pas nécessiter énormément de moyens techniques. Il s'agit de la fraude au président, la fraude aux faux techniciens et la fraude aux faux fournisseurs. Alors, ces 3 fraudes, en fait, elles vont surtout utiliser la faille humaine et elles vont nécessiter de la part des fraudeurs un gros travail d'ingénierie sociale, donc en amont de la tentative, ce qui va permettre effectivement, ce qui va leur permettre de réussir à détourner des fonds. Merci Isabelle. Alors avant de rentrer dans le détail de ces 3 types de fraudes, je vais rappeler quelques éléments chiffrés sur la pression frauduleuse auxquelles les organisations sont confrontées. Il faut savoir qu'en 2021, c'est 2 entreprises sur 3 qui ont été confrontées à des tentatives de fraude. Donc vous voyez, la pression frauduleuse est quand même très très forte. Et alors clairement, sur 2022, on est sur la même tendance. Pour les entreprises qui ont vraiment fait l'objet d'une fraude avérée, il y a environ un tiers, un gros tiers, pour lequel le montant du préjudice est supérieur à 10 000 euros. Et puis, il y a environ 15% des entreprises pour lesquelles ce préjudice est supérieur à 100 000 euros. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est en fait comment les escrocs s'y prennent pour arriver à de telles escroqueries. Alors, le premier type de fraude que tu as mentionné tout à l'heure, Isabelle, c'était la fraude au président. Alors, Florent, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors la fraude au président, c'est une fraude qui prend énormément d'importance et dont les conséquences peuvent être très très graves. En fait, le fraudeur va prendre contact avec l'entreprise par téléphone ou par mail et s'adresser directement à un salarié qui est habilité à effectuer des opérations de paiement. Il va se faire passer pour le président de la société en collectant un maximum d'informations, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. On collecte des données et on les utilise a posteriori pour mettre en confiance le collaborateur à qui on va demander d'effectuer une opération de paiement en dehors du respect de toutes les procédures. Voilà. Donc l'employé va transférer les fonds sur un compte externe qui appartient au fraudeur. Alors, quand tu expliques les choses comme ça, dans le cadre d'une table ronde sur les fraudes, les ficelles paraissent vraiment énormes. Je me dis, je suis salarié, tout d'un coup, le président m'appelle, il me demande de faire quelque chose de confidentiel en dérogeant aux procédures de l'entreprise. On se dit, ça ne peut pas passer. Le salarié va forcément avoir un réflexe, une alerte qui va s'allumer dans son cerveau, lui disant que c'est une fraude. Alors oui, ça devrait alerter effectivement. Après, il faut connaître un petit peu les signaux qui peuvent permettre de détecter ce genre d'appel frauduleux, en fait, parce qu'on est souvent sur de l'appel. Mais en fait, l'ingénierie sociale fait que
ils ont les moyens de mettre en confiance l'interlocuteur, et puis après ils appuient sur des leviers psychologiques assez forts. Ils peuvent évoquer le caractère urgent et exceptionnel. On est toujours dans la réalisation d'une opération qui est demandée par le président, donc ça peut mettre une pression. En tout cas, l'usurpation du président. On va prétexter par exemple un contrôle fiscal, donc il faut réagir assez rapidement, la demande est urgente. Le caractère confidentiel aussi également. On va mettre le collaborateur sous tension via ce biais-là. Par exemple, le prétexte qu'on entend souvent, c'est la réalisation d'une opération de fusion ou d'acquisition. Après, ils agissent également, ils jouent sur le chaud et le froid. Ils vont mettre la personne en confiance en leur disant « je peux compter sur vous, je vous fais confiance, donc merci de réaliser cette opération urgente et confidentielle ». Voilà, le caractère important de l'opération aussi fait qu'à un moment, le collaborateur peut se sentir obligé de réaliser ces opérations frauduleuses. Alors Isabelle, il arrive aussi parfois que les fraudeurs s'adressent à nous pour réaliser ce qui s'apparente en fait à une fraude au président. Ils s'adressent à nous, Caisse d'épargne Île-de-France ou autres banques, en utilisant un peu ce même type de levier de fraude. Alors effectivement, il arrive, nous, Caisse d'épargne Île-de-France et effectivement les autres établissements bancaires aussi, de recevoir souvent par mail, par courrier aussi, des ordres de virement frauduleux avec usurpation bien sûr de l'identité de nos clients et souvent utilisation aussi du logo de la société. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en tout cas au niveau de la Caisse Île-de-France, les équipes sont extrêmement sensibilisées à la fraude. Ça fait partie du quotidien. Nous avons des process et des procédures très strictes qui sont en vigueur donc dans notre établissement et auxquelles nous ne dérogeons jamais. Donc ça, c'est un principe très très important. Alors je ne vais pas vous dévoiler non plus tous les process que nous avons mis en place. On va quand même rester un peu dans la confidentialité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est vraiment fondamental, c'est de se faire confirmer en fait cette opération auprès du client. Donc pour cela, on va réaliser un contre-appel. Toujours auprès d'un numéro de téléphone connu par nos services et présent dans notre base client depuis, bien sûr, un temps assez important. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une modification de médias quelques jours avant. Donc on a vraiment tous ces process qui sont mis en place. Et le deuxième sujet aussi, c'est que nous demandons à nos clients d'utiliser les outils de banque à distance qui sont mis à leur disposition afin d'éviter les opérations, les demandes de virement par fax, car elles laissent une emprise trop importante à la fraude. Merci Isabelle, merci Florent. Alors je vous propose maintenant qu'on passe au deuxième type de fraude qu'on a mentionné tout à l'heure, la fraude aux faux techniciens. Alors Christelle, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la fraude aux faux techniciens ? Oui, alors peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais rappeler quelques éléments de contexte qui me semblent importants. Donc l'entrée en vigueur de la DSP2, donc de la directive relative aux services de paiement, qui vise à renforcer la sécurité des paiements et qui a notamment apporté l'authentification forte, et bien cette directive, elle a obligé les fraudeurs à s'adapter. Et donc, les fraudeurs, ils vont contourner en fait ces dispositifs d'authentification forte qu'on a dans les outils de banque en ligne. Florent le mentionnait. Et donc, pour ce faire, ils vont manipuler leur cible. Puisque ce qu'on constate avec cette évolution, c'est que finalement, l'humain devient la faille dans la chaîne des paiements. D'où une forte progression des cas de fraude à l'ingénierie sociale qu'on évoque, dont font partie tous les scénarios dont on parle aujourd'hui. Donc voilà pour les éléments de contexte. Maintenant, pour revenir à la fraude aux faux techniciens, donc c'est une personne qui va se faire passer pour un technicien informatique ou un technicien fraude de la banque. Et qui va inviter un collaborateur, un salarié de l'entreprise à se connecter à la banque en ligne, voire à prendre la main sur le poste informatique du salarié. L'objectif de ça, c'est de capter les données bancaires ou de se connecter directement à la banque à distance et puis de réaliser des opérations de virement.
Ces opérations, très souvent, donc sont des opérations de virement avec envoi de fonds. Ces fonds sont envoyés très souvent en rebond, c'est-à-dire d'une banque à une autre, vers des néobanques ou des banques étrangères, et ce qui rend d'autant plus difficile la récupération des fonds. Donc le bon réflexe, c'est d'être vraiment très réactif, de donner l'alerte le plus tôt possible, soit pour déjouer la fraude quand c'est possible, ou en tout cas pour récupérer, pour effectuer les demandes de retour de fonds le plus tôt possible. Alors, on l'a vu en fait tout à l'heure avec la fraude au président. En fait, on manie un peu des ressorts psychologiques pour manipuler la cible. On lui dit c'est urgent, c'est confidentiel, on compte sur vous. Là, dans la fraude aux faux techniciens, en fait, on utilise aussi des ressorts un peu de stress psychologique, mais plutôt en parlant cette fois-ci de problèmes de sécurité, de problèmes informatiques. Donc, on met aussi le salarié sous tension en fait. Exactement, hein, finalement, le principe reste le même. Le collaborateur, le salarié de l'entreprise est mis sous stress, alors effectivement avec un prétexte différent, plutôt lié à la sécurité. Et en même temps, ça peut sembler très paradoxal, mais le fraudeur va être en capacité de mettre le salarié en confiance, en se présentant comme étant la personne de la situation pour résoudre le problème. Donc bon, certes, il va effrayer sa cible en lui faisant croire un problème technique grave, voire à des fuites de données. Et en même temps, comme je le disais à l'instant, il va se présenter comme étant la personne, la seule en capacité de résoudre le problème. Donc encore une fois, hein, les bons réflexes, on ne communique jamais ses codes. Et surtout, au moindre doute, et je pense que c'est important, couper court à la conversation, puisque comme ça a été dit, très souvent c'est de l'appel téléphonique, couper court à la conversation et appeler, contacter vos interlocuteurs habituels. Merci Christelle. Donc on a vu fraude au président, fraude aux faux techniciens, on va voir à présent la fraude aux faux fournisseurs. Alors Isabelle, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la fraude aux faux fournisseurs ? Alors la fraude aux faux fournisseurs, finalement c'est assez simple. C'est une personne qui va contacter votre entreprise en se faisant passer pour un de vos fournisseurs habituels. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle va vous demander ? Elle va vous demander de modifier les coordonnées bancaires sur lesquelles virer les fonds lors des prochains paiements. Bien sûr, le compte qui est communiqué, c'est le compte de l'escroc. Donc c'est assez simple comme technique. Alors il peut y avoir en fait plusieurs approches. Soit le fraudeur va vous contacter par email ou par téléphone. Alors par email, là il faut être extrêmement vigilant, c'est qu'il va utiliser en fait une adresse mail quasiment identique à celle de votre fournisseur. Bien souvent il y a un caractère de différent, donc ça c'est vraiment une donnée qui est à contrôler. Et quand il vous contacte par téléphone, alors, il va être capable de présenter sur votre appareil ou sur votre PC, en fait, le numéro de téléphone de votre fournisseur. C'est ce qu'on appelle la méthode du spoofing, dont on va parler ensuite. Merci Isabelle. Alors, du coup, comment on fait pour détecter ce type de fraude avec toutes ces techniques de spoofing, de phishing dont tu viens de parler ? Comment on est alerté en fait ? Alors, en fait, on n'est pas vraiment alerté, mais il faut avoir toujours des bonnes pratiques et des bons réflexes. L'essentiel, c'est de toujours vérifier en fait l'identité du demandeur. Donc, dans votre cas, quand il s'agit d'un fournisseur, eh bien, vous allez contrôler l'identité à partir de votre fichier fournisseur, à partir de l'adresse mail que vous aurez enregistrée, à partir du numéro de téléphone que vous aurez aussi enregistré, et vous faites un appel sortant, ce qu'on appelle un contre-appel, auprès, bien sûr, de ces coordonnées habituelles. Surtout, n'utilisez pas les coordonnées que le fraudeur aurait indiquées soit dans le mail ou vous aurez communiqué éventuellement par téléphone. Toujours vous baser sur votre fichier fournisseur, ça c'est une bonne pratique et c'est très important. La deuxième bonne pratique aussi, c'est d'être extrêmement vigilant avec les IBAN étrangers. Alors comme vous le savez certainement, les IBAN français commencent tous par FR. Dès que vous êtes face à d'autres caractères, SP, SZ, surtout méfiance. Hein, comme je le dis souvent, on pose le crayon, on se pose 2 minutes et on procède à des contrôles. Alors, une bonne pratique et qu'on utilise beaucoup dans le monde de la banque, c'est qu'on vérifie toujours le pays de domiciliation du fournisseur, donc du bénéficiaire du virement,
par rapport au pays de domiciliation de la banque qui leur a indiqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, vos fournisseurs français, ils ont un compte en France. Ils vont rarement, même jamais, vous demander de virer les fonds auprès de leur société sur un compte en Chine ou ailleurs, sans vouloir stigmatiser non plus la Chine, bien sûr. Voilà ce que je peux vous dire sur les bonnes pratiques. Merci Isabelle. Alors on l'a mentionné un petit peu en filigrane, on a parlé de phishing, de spoofing, on peut même parler de vishing. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est ce qu'on va voir à présent. Alors en fait, pour réaliser leur fraude, les escrocs utilisent différentes techniques. Alors Florent, Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que tout ça, le phishing, le vishing, le spoofing? Vous pouvez nous faire un petit point là-dessus? Alors, le spoofing, c'est une technique qui se répand énormément. En fait, c'est l'usurpation en affichage de l'identité d'un autre. Aujourd'hui, on est énormément sur des opérations de spoofing par téléphone. Donc concrètement, quand vous recevez un appel, vous avez un numéro de téléphone que vous êtes capable d'identifier comme étant celui de votre interlocuteur, sauf que derrière, en fait, il y a un autre numéro qui appelle, et l'affichage en est juste tronqué. Le vishing, c'est une technique avancée d'usurpation de la voix. Donc ça veut dire que quand on vous appelle, on est capable d'imiter la voix de quelqu'un pour se faire passer pour lui. Donc avec ces deux techniques combinées, en fait, on est dans un scénario où l'appel qu'on va effectuer, enfin l'appel qui nous est adressé par l'escroc, oui. Par l'escroc, on ne sait pas concrètement qui est réellement derrière. D'où l'importance de ce qui a été spécifié juste avant, c'est de réaliser un contre-appel sur un numéro de téléphone qui est inscrit dans vos bases, de raccrocher quand vous avez le moindre doute et de rappeler sur ce numéro-là. Voilà. Et de ne pas faire un rappel automatique sur le numéro de la personne qui vous a contacté, sinon vous rappelez à nouveau le fraudeur. Jean-Philippe, des compléments? Je peux compléter sur le phishing. Le phishing, donc hameçonnage en français. Il faut savoir qu'en 2021, 94% des cyberattaques ont commencé par une attaque, l'utilisation de phishing. Donc c'est vraiment la technique la plus employée par les fraudeurs ou par les escrocs de manière générale sur le domaine cyber. Le phishing, c'est une technique qui vise pour le fraudeur à collecter, à voler des informations sur vous. Il faut savoir qu'une fraude, pour qu'elle ait toutes les chances de réussir et pour optimiser vraiment le scénario, le fraudeur a besoin d'un maximum d'informations pour vous mettre en confiance et réaliser ce qu'on a évoqué précédemment, tout ce qui est autour du social engineering. Donc le phishing, comment ça se passe? C'est très simple. Le fraudeur envoie une grande quantité de mails à un maximum de personnes, mails semblant provenir de votre établissement bancaire, d'un partenaire avec lequel vous êtes en affaires. Ce mail va contenir un lien sur lequel le fraudeur vous incite à cliquer. Et ce lien renvoie vers un site web qui a été créé à cet effet par le fraudeur pour justement vous demander de compléter le formulaire et que évidemment le fraudeur va pouvoir ainsi récupérer toutes les informations. Et du coup, comment on détecte qu'on est face à une tentative de phishing? Alors, il y a un certain nombre sans tomber dans la paranoïa, de signaux qui doivent vous alerter et vous faire dire attention, ce mail est peut-être probablement un phishing. Je vous en donne 5. L'émetteur. L'émetteur doit être connu, comme on l'a dit précédemment, Isabelle a insisté là-dessus, doit être dans votre base client. Sinon, posez-vous la question. L'objet du mail a souvent un caractère urgent, vol de données clients, vol d'informations bancaires, impayés, des mots vraiment qui incitent à l'action urgente, ou alors un caractère menaçant. On va vous menacer de suspendre un service. Donc ce type de connotation, de couleur du mail doit vous inciter à la prudence. Ensuite, dans le corps du mail, souvent des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, des choses qui sont plutôt inhabituelles, même si, attention, il y a une professionnalisation extrêmement importante récente des fraudeurs. On voit de moins en moins ce type d'erreur, entre guillemets, de la part des fraudeurs, mais un point de vigilance. Et puis deux derniers détails, deux derniers points d'alerte, la présence d'un lien, comme on l'a vu précédemment, sur lequel on vous incite à cliquer, et puis le renvoi vers un formulaire avec l'incitation à la saisie de données personnelles. Merci Jean-Philippe. Alors,
on a vu quels sont les différents types de fraudes, quelles sont les techniques qu'on utilise pour faire procéder à ces fraudes. Maintenant, on va voir finalement le plus important, c'est comment, en tant qu'organisation, on lutte contre ces fraudes. Alors Jean-Philippe, je te laisse la parole à nouveau. Comment on lutte contre les fraudes? Je vais vous donner 3 axes qui permettent de se prémunir. Christelle a évoqué la DSP2 tout à l'heure, donc la directive des services de paiement. Aujourd'hui, nos processus sont robustes, nos outils sont robustes. La faille, on l'a dit tout à l'heure, elle est vraiment humaine. C'est vraiment la vulnérabilité, la négligence du collaborateur, du client. Donc le premier axe, c'est sensibiliser, former vos collaborateurs. Ils doivent vraiment être en capacité d'avoir conscience de ce type de scénario, de les identifier et d'avoir les bons réflexes. Réflexes qui sont typiquement l'identification d'un email émetteur, d'un émetteur d'email non connu ou d'un numéro de téléphone appelant tel que l'a évoqué Florent tout à l'heure. Le deuxième axe sur lequel on peut travailler, le fraudeur doit avoir des informations sur vous. Il doit vous connaître, il doit connaître votre entreprise. Donc, portez la plus grande attention à la publication d'informations sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ne publiez que le strict minimum. Un exemple qu'on voit trop souvent, c'est la publication d'organigrammes. Un organigramme sur votre site Internet ou sur les réseaux sociaux, c'est du pain béni pour le fraudeur. Il a connaissance de l'organisation de votre entreprise, il a connaissance des acteurs et il peut ainsi en jouer pour mener à bien ces fraudes. Et puis le troisième axe que je vous donnerai, c'est mettez en œuvre des procédures robustes, des protocoles internes autour de la séparation des rôles. La personne qui va être à l'origine d'une demande de paiement ne doit pas être celle qui valide ce virement. Des protocoles aussi autour de l'authentification des demandes de paiement par courriel. Sachez que vos collaborateurs sont en capacité d'identifier l'émetteur et du coup de déjouer une potentielle tentative de fraude. Voilà, donc si vous mettez tous ces moyens en œuvre, normalement vous diminuez considérablement la probabilité d'occurrence de la fraude. Pour autant, si cette fraude venait à être avérée, vous devez avoir un réflexe qui est de contacter immédiatement votre banque, votre interlocuteur le plus rapidement possible, de manière à ce que nous, on puisse voir ce qu'on est en capacité de faire. Plus les délais sont courts, plus c'est simple, pour limiter finalement l'impact de cette fraude. Isabelle, un petit complément? Oui, alors en complément, moi ce que je peux effectivement ajouter, c'est que vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une banque ne vous demandera jamais de faire un test de virement. Une banque ne vous demandera jamais de lui communiquer vos identifiants, votre code confidentiel, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail, ou alors une interface que vous ne connaîtriez pas. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et sinon, je crois que tu voulais ajouter quelque chose aussi, Florent. Oui, ça a été dit. Hein, l'ingénierie sociale, c'est le point d'entrée. Hein, donc, la collecte de données, il faut être particulièrement prudent. Isabelle le dit, on ne communique pas quelconque information, qu'elle soit bancaire ou rattachée à la société, hein, au fonctionnement de l'entreprise, comme l'a dit Jean-Philippe. Et ne laissez pas prendre le contrôle par qui que ce soit sur vos outils. Hormis si vous en faites la demande express. Voilà. Et ne répondez pas aux sollicitations sur les numéros de téléphone que vous pensez être fiables. Raccrochez, réalisez un contre-appel et appelez votre interlocuteur dédié. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? On a donné beaucoup d'informations. On va se faire un petit récapitulatif. Alors, on vous a donné beaucoup d'informations. S'il fallait retenir 5 choses pour lutter contre la fraude, ce seraient les suivantes. Et n'hésitez pas à me corriger ou à rebondir. Premier point que j'ai retenu, c'est avoir des outils et des procédures robustes. C'est ce que tu mentionnais tout à l'heure, Jean-Philippe. Deuxième point, et c'est ce qu'on est en train de faire à présent, c'est informer vos collaborateurs, parce que la lutte contre la fraude, ça doit être vraiment l'affaire de tout le monde dans l'organisation, puisqu'on a vu en fait que les fraudeurs ciblaient des personnes pour finalement déjouer les procédures et les outils mis en place. Donc vraiment, il faut que tous les salariés de l'organisation soient bien informés des risques liés aux tentatives d'escroquerie.
Si on rentre un petit peu plus dans le détail, on a vu, attention, dès qu'on parle de opérations exceptionnelles, urgentes, confidentielles et dérogeant aux procédures habituelles de l'entreprise, ça doit allumer des sirènes dans les cerveaux des personnes qui sont ciblées par les escrocs. Isabelle, tu l'as mentionné, tu as beaucoup insisté tout à l'heure là-dessus. Attention aux IBAN étrangers et surtout quand on demande de modifier ou d'ajouter un IBAN étranger, bien s'assurer qu'il y a une concordance entre l'adresse de cet IBAN, le pays de domiciliation de cet IBAN, et la localisation du fournisseur. S'il n'y a pas de concordance, ça doit à nouveau vous alerter énormément. Et puis, tu l'as mentionné aussi tout à l'heure, Isabelle, on ne demande jamais, nous, Caisse d'épargne Île-de-France, de communiquer vos coordonnées bancaires, que ce soit par téléphone, par mail ou sur une interface que vous ne connaissez pas. Donc vraiment, les coordonnées bancaires ne se communiquent pas à qui que ce soit. Les images sont parfois plus parlantes, donc pour finir cette première partie de notre table ronde, on va visionner une petite vidéo qui récapitule tout ça. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après. Le saviez-vous? La fraude aux ordres de virement n'est pas une fatalité, à condition que toute l'entreprise y soit préparée. La fraude aux ordres de virement, c'est quoi? C'est une escroquerie qui repose sur l'usurpation d'identité. Un collaborateur de l'entreprise qui peut réaliser des virements est contacté par un escroc qui se fait passer par exemple pour un créancier habituel, fournisseur, bailleur de l'entreprise, son président ou directeur ou son service informatique. Cet escroc demande un virement en fournissant un nouveau RIB. Tout a l'air normal, vous n'y voyez que du feu et une fois le virement émis, il ne peut être annulé. Et le piège se referme. Cette pratique concerne des centaines d'entreprises chaque année. Les conséquences sont souvent désastreuses. Des milliers d'euros de préjudice avec une perte de trésorerie importante et parfois même la liquidation des entreprises victimes. Que faire si ça arrive? Réagir rapidement. Contactez votre banque pour tenter de récupérer les fonds, portez plainte auprès de la police judiciaire, prévenez la personne dont l'identité a été usurpée. Comment empêcher ce type de fraude? Pour protéger votre entreprise, il faut 1. Définir une procédure interne, écrite, pour l'exécution des virements. 2. Former régulièrement les collaborateurs à reconnaître les fraudes, surtout les services concernés. 3. Insister sur la confidentialité des données de l'entreprise, les coordonnées des personnels, les procédures internes, les activités. 4. Sécuriser les installations informatiques et les accès aux services de la banque à distance. La fraude aux ordres de virement n'est pas une fatalité, à condition que toute l'entreprise y soit préparée. Vous ne le saviez pas? Maintenant, oui. Si c'est pas suffisant, c'est absolument nécessaire d'avoir des outils sécurisés et c'est ce qu'on va voir à présent avec Laurent Véjux qui va nous faire une présentation de Pulseo. Laurent, je te laisse la main du coup pour nous faire une petite démonstration en 10-15 minutes de la solution Pulseo. Très bien. Merci beaucoup. Alors voilà, donc je me suis connecté moi sur Chrome puisque je vais vous présenter une solution de gestion de flux financiers multibanques et vous allez découvrir qu'au regard des recommandations qui ont été faites précédemment, que c'est un outil en fait dont le credo c'est la sécurité de vos opérations financières. Au niveau des principales caractéristiques, pour la connexion, dans un premier temps, c'est de l'authentification forte, telle que définie en fait dans le cadre de la directive sur les services de paiement. Également compliance en fait avec les préconisations de l'AMSI et de l'EDAS. Et pour ce faire, ici, j'ai au choix 3 moyens pour m'authentifier. Le certificat électronique de type 3SKI, CertEurope et j'en passe. L'application mobile Pulseo Mobile qui est appairée au préalable lors de l'installation de Pulseo de manière à pouvoir vous authentifier de manière sainement. Et la clé FIDO. Pour ma part, je vais me connecter avec mon certificat électronique, certificat que je mets dans le port USB de mon PC et que je vous invite en fait en règle générale plutôt à le retirer lorsque vous avez fini votre session de travail pour éviter tout risque là derrière. Et ainsi, je vais pouvoir donc découvrir mon interface et l'ensemble de mes comptes bancaires. En matière de protection, toujours afin de lutter efficacement contre les risques de fraude, vous avez ici, au niveau de votre base tiers de virement, la possibilité et surtout un service qui vous permet d'activer en fait
les bénéficiaires. Ce qui permet en fait de lutter efficacement contre les risques de fraude aux faux fournisseurs tels que décrits en fait auparavant. Ici, vous le voyez à l'écran, on peut imaginer soit des fournisseurs ou des clients. J'ai ici en fait différents fournisseurs qui sont ouverts dans la mesure où le bénéficiaire a été validé en amont. Et pour cela, une impossibilité en fait de réaliser un virement dans la mesure où ce bénéficiaire n'a pas été activé par un N+1 ou un collègue dans l'entreprise. Donc c'est la règle des 4 yeux, c'est donc la nécessité en fait de devoir activer un bénéficiaire au préalable avant de réaliser une opération sur celui-ci. Également, lorsque vous êtes en initiation de paiement, donc ici sur un virement unitaire, je choisis donc mon bénéficiaire par un virement avec test, voilà. La particularité de Pulseo, c'est qu'il vous offre en fait la possibilité d'ajouter un document, outre un commentaire, facture démo. Ici, je peux très bien aller chercher une facture pour justifier de la nature économique en fait de mon opération. Donc les factures qui sont rangées, qui sont très bien rangées d'ailleurs. Voilà. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans le circuit décisionnel de votre entreprise, la personne qui est habilitée à valider et signer les flux financiers va pouvoir soit devant son écran découvrir le commentaire et la facture qui justifie de cette opération, mais encore mieux, dans l'éventualité en fait d'une personne qui sera amenée à se déplacer fortement pour son activité, il lui offre la possibilité de valider l'opération qui aura été créée en amont par un collaborateur, un trésorier, une comptable ou un DAF, et ce, grâce à l'application mobile, Pulseo Mobile. Alors, je ne pourrais pas le simuler ici du fait du partage d'écran, toutefois, je vous ai fait une capture d'écran. Et au travers de cette capture d'écran, vous pourrez retrouver une opération, je vais revenir dessus, de 13 440 émises à partir de mon holding, et notamment découvrir, toujours sur votre mobile, à distance, la facture qui permet de justifier de l'opération. Et chemin faisant, il vous appartient ensuite, en qualité de décideur, de refuser ou de valider l'opération. Cette opération de 13 440, elle est là. C'est celle que j'ai faite juste avant en fait, d'intervenir. Donc, ce qui vous permet, en fait, là encore, d'avoir une vision globale des opérations qui sont réalisées au sein de votre entreprise, y compris en déplacement. Bien entendu, dans la continuité, ici, j'ai la possibilité, soit devant mon écran ou à distance, parce que j'en ai le pouvoir, de valider cette opération, et bien entendu, de la signer cette fois-ci numériquement grâce en fait à mon certificat signature avancé, puisque derrière, vous avez du protocole EBIX-TS, je valide, et l'opération peut être transmise directement auprès de mon établissement bancaire. Je vous parle de signature, cela m'amène à vous parler en fait des niveaux et des profils d'utilisateurs. Bien évidemment, Pulseo offre en fait la possibilité de définir des champs de compétences pour tous les utilisateurs qui seraient habilités à utiliser la solution. Là, en l'occurrence, je définis des rôles en termes d'administration, signature, validation, puisque nous avions été les premiers en fait, à introduire cette notion de validation dès les années 2011-2012 grâce à l'application mobile. Donc, c'est un complément idéal dans votre workflow de la signature traditionnelle qui se manifeste ici pour le EBIX-TS avec un certificat électronique, et également la possibilité de revoir tous les droits, et notamment les champs de restriction quant au visu sur telle société qui constitue mon pool, et également mes banques, sur les actions également. Donc vous avez la possibilité en fait d'avoir véritablement une définition de profil granulaire de l'ensemble des collaborateurs et utilisateurs en fait de Pulseo. Derrière cela, puisqu'on évoquait plus en amont en fait cette fameuse fraude aux faux fournisseurs qui consiste pour un escroc à se faire passer pour un fournisseur existant
vous avez un service qui est proposé par votre caisse d'épargne qui s'appelle SafeHaven Diamond. Et au travers de ce service, en fait, vous allez avoir l'opportunité de vérifier la cohérence entre un SIREN pour une entreprise personne morale et ses coordonnées bancaires. Et en fait, lorsque vous faites cela, vous avez une vérification qui est faite directement auprès de l'établissement détenteur du compte de la personne interrogée, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Et de fait, cela vous retourne un score. Ici, dans le premier exemple, j'ai un score qui est de 0 pour une personne morale. Mais en fait, c'est tout bonnement que le SIREN ne correspond pas à l'IBAN. D'où effectivement des recherches à avoir chez vous de manière à vous assurer effectivement de la qualité de ce client ou ce fournisseur, peu importe. Donc, service qui vous permet en clair de qualifier la cohérence entre le titulaire tel que vous l'avez enregistré dans votre base tiers et ses véritables coordonnées bancaires. Dans la continuité, puisque comme on l'a énoncé, c'est vrai que le CEPA depuis 2014 a ouvert le champ des possibles et Pulseo, en fait, vous permet de gérer une liste blanche des pays avec lesquels vous avez un courant d'affaires. Donc ici, j'ai la possibilité de définir un plafond global. Et outre cela, pour chacun des pays que j'aurais autorisé dans ma liste, j'ai également la possibilité de définir un autre plafond de sorte à bloquer les flux, soit en fonction de son plafond, ou soit également en fonction du pays. Donc en clair, si d'aventure je souhaitais créer un ordre de virement, que ce soit ex nihilo dans l'application et ou en apport de fichiers, puisque bon, je ne l'ai pas dit, mais Pulseo permet également d'apporter des fichiers qui auraient été créés au préalable en fait, par une application tiers de type Sage ou autre. Et là, en l'occurrence, tout virement qui serait vers un pays non défini et non autorisé serait rejeté d'office et ne partirait jamais à la banque. Il ne pourrait même pas être signé. Enfin, le service propose bon nombre d'alertes en fonction de définitions que vous aurez faites vous-même, paramétrées. Ce sont les opérations en débit, en crédit et les soldes inférieurs à. Et également, il y a des notifications qui sont envoyées aux personnes qui ont été désignées au contrat qui permettent en fait d'alerter dès lors que des opérations de type atypique pourraient être réalisées au travers de Pulseo. Alors, par exemple, c'est de l'activation ou la création de RIP. On peut très bien décider en fait d'alerter telle ou telle personne dans le service de sorte à attirer son attention sur ces modifications d'IBAN ou pourquoi pas une révision de pouvoir de signature, une modification de profil. Tout est logué et de sorte à éviter justement tout risque de fraude aussi bien interne qu'externe. Donc voilà dans les grandes lignes la solution. Bien évidemment, je vais vous offrir un temps de questions-réponses puisque je vais assez rapidement sur les nombreuses fonctionnalités. Donc si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à les formuler, je me ferai le plaisir d'y répondre. Alors, on n'a pas de questions sur Pulseo pour l'instant. Christelle, est-ce que tu voulais dire un mot, puisque ce sont des solutions qui sont paramétrées par tes équipes? Oui, absolument. Alors, c'est un très bel outil hein, et c'est vrai que les clients qui en sont équipés sont ravis. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les équipes sont à disposition pour vous accompagner hein, dans la mise en place de Pulseo, dans le paramétrage et puis dans la prise en main. Donc n'hésitez pas. Alors, on n'a pas de questions sur Pulseo. Ah si, on a une question sur Pulseo. Alors, je vous la lis, Laurent. Bonjour, grâce à Pulseo, j'ai pu éviter un mail frauduleux de fournisseur pour un changement de RIB, car j'ai appliqué la méthode activer les bénéficiaires et donc mise en place d'une double vérification. J'aimerais savoir si j'avais fait le virement, aurais-je pu récupérer les fonds?
Et pas pour Laurent. C'est ce que je disais tout à l'heure, la récupération. Oui, tout à fait. La récupération des fonds, donc bien entendu, nous, dès qu'on est informé d'un virement frauduleux, on fait la demande de retour de fonds auprès de la banque bénéficiaire. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être plus le tôt on fait, plus on a de chances de récupérer les fonds quand ils ne sont pas déjà repartis. Donc après, c'est en fonction de ce qui reste sur le compte destinataire. Donc c'est à la fois oui, à la fois non. Donc ça dépend. Malheureusement, voilà, ça dépend des situations, mais encore une fois, le bon réflexe, c'est de donner l'alerte le plus tôt possible pour qu'on fasse la demande. La tentative voilà, de récupération. Alors, on a une autre question qui porte pas spécifiquement sur Pulseo, c'est plutôt sur tous les outils de sécurisation des flux. Les outils de connexion en fait aux outils de banque à distance. Peut-être une question pour toi, Isabelle, du coup. Alors concernant vos outils de connexion, que ce soit tout ce qui est token ou à la Caisse d'épargne de France, la carte Secure Access, en fait il faut aussi être très très vigilant. Ces outils sont personnels, nominatifs, donc il ne faut pas les partager avec des collaborateurs de votre entreprise. Une autre pratique aussi, un bon réflexe, c'est quand vous avez un collaborateur qui est équipé d'un de ces outils, il faut nous informer s'il quitte votre entreprise. Il faut absolument que nous procédions à la désactivation, soit de la carte Secure Access, soit du token. Et on l'a entendu aussi tout à l'heure, donc avec la présentation donc, de Pulseo. Si vous n'utilisez pas votre outil de banque à distance, surtout pensez à déconnecter votre clé, ne la laissez pas brancher sur votre UC. C'est extrêmement important parce qu'il suffit que vous receviez un mail, un phishing, on en a parlé tout à l'heure, vous ouvrez le lien ou la pièce jointe, et là le fraudeur, pour lui c'est la porte ouverte, le token est branché, il a toutes les informations possibles pour réaliser la fraude. Donc ça c'est aussi extrêmement important. Donc voilà ce que je peux dire, Claire, sur les moyens d'authentification forte. Ok, merci Isabelle. Alors peut-être une dernière question que je vais peut-être t'adresser, Florent. C'est sur du coup les périodes propices ou les événements propices aux fraudes, puisque j'ai dit tout à l'heure que la période estivale et les périodes de congé étaient particulièrement propices. Donc on nous demande quelles sont les autres périodes où il faut être particulièrement vigilant. Alors effectivement, les périodes de congé sont particulièrement propices à la réalisation des fraudes parce que c'est des périodes où les effectifs ne sont pas tous présents. Typiquement, la période de confinement a été particulièrement difficile. On est dans une organisation qui est amoindrie par l'effet du télétravail. Et puis après, on l'a indiqué tout à l'heure, les périodes un petit peu qui peuvent être, voilà, on peut avoir un peu de temps de gage sur les périodes de fusion, d'absorption. Vraiment des périodes où l'entreprise va se retrouver désorganisée ou amoindrie dans son dispositif de contrôle. Voilà. D'accord. Pas d'autres questions, me semble-t-il. Donc, il va être temps pour nous de nous quitter. Alors, un petit mot peut-être de conclusion avant de vous dire au revoir. On l'a dit tout à l'heure, hein, vraiment le point clé, c'est informer vos collaborateurs. C'est ce qu'on a fait ce matin et on va continuer puisque à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir à la fois le replay et un petit guide d'information sur les fraudes. Et alors vraiment, on vous encourage à en faire la diffusion la plus large possible au sein de votre organisation puisque, on l'a vu, lutter bien contre la fraude, c'est lutter tous ensemble contre la fraude au sein de l'organisation. Par ailleurs, on vous a également fait la présentation d'un certain nombre de nos outils. Donc, vos chargés d'affaires et cash managers vont vous recontacter à l'issue de ce webinaire pour faire un point de situation avec vous sur votre dispositif de sécurisation de vos opérations et éventuellement vous proposer des dispositifs d'amélioration de votre sécurité dans la lutte contre la fraude. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce webinaire vous a été utile et on se retrouve prochainement pour un nouveau webinaire Caisse d'épargne Île-de-France. À bientôt.